Juin 1967. Le Moyen-Orient s'apprête à connaître un grand bouleversement. En tout juste 6 jours, des milliers d'hommes vont mourir, les frontières seront déplacées, le destin des peuples de la région basculera. Depuis la fin du mois de mai, le président égyptien Gamal Abdel Nasser s'est engagé dans un bras de fer avec Israël. Fort des encouragements des chefs de son armée, il a mobilisé les troupes dans le Sinaï, fermé l'accès d'Israël à la mer au sud et ordonné le départ des casques bleus de l'ONU. Début juin, la Jordanie s'est rangée aux côtés de l'Égypte et de la Syrie. Le bruit des armes est assourdissant. Le Premier ministre israélien, Levi Eshkol, s'est efforcé de contenir ses chefs militaires qui entendent bien répondre aux défis de Nasser. Les généraux savent qu'ils ont les moyens d'écraser les armées arabes. Le peuple est inquiet. Il cherche un homme fort. Ce sera un général, Moshe Dayan, nommé ministre de la Défense. Lui n'a rien contre la guerre. La guerre semble inévitable. Une guerre dont le Moyen-Orient continue de vivre jusqu'à aujourd'hui les conséquences. « 5 juin 1967. La matinée commence comme n'importe quelle matinée au Caire. À quelques centaines de kilomètres de là, l'armée de l'air israélienne met en œuvre un plan peaufiné depuis des années. Avant le vol, je laisse toutes mes émotions derrière moi. Qui je suis, ce que je ressens pour ceux que j'aime. Tout cela n'a plus cours. Je me concentre uniquement sur ma mission. À la première heure, presque toute l'aviation israélienne décolle pour une attaque surprise. Ce matin-là, je prenais le petit déjeuner chez moi. L'attaque aérienne a commencé à 8h moins 10. Je l'ai entendu. L'objectif israélien est de mettre hors d'état de nuire l'aviation égyptienne. Objectif, bombarder au même moment toutes les bases aériennes. Première étape, voler à basse altitude pour éviter les radars. Étape suivante, neutraliser les pistes d'aviation ennemies, puis détruire les avions, un par un. Ma cible était devant moi. Il fallait localiser les bombardiers Tupolev. Chacun avait la taille d'un Boeing 707 et était prévu pour le bombardement de Tel Aviv. C'était formidable, ce sentiment que j'éprouvais en les détruisant. Ça faisait bizarre de voir les avions israéliens. Ma première perception de la guerre, c'est quand j'ai vu les avions au-dessus de moi, à l'état-major de campagne où je me trouvais. Il n'y a pas eu une seule sirène d'alerte pour prévenir de leur arrivée. Pendant ce temps, le maréchal Amer, le chef de l'armée égyptienne, survole le Sinaï en avion pour préparer une guerre qui a déjà commencé. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas, mais je n'imaginais pas que ce serait à ce point. Pas à ce point. Jusqu'au dernier moment, Levi Eshkol s'est opposé à la guerre. L'offensive de l'armée israélienne l'isole un peu plus. Les solutions politiques au conflit ne sont plus à l'ordre du jour.
En 3 heures à peine, l'armée de l'air égyptienne est détruite. Elle perd 280 de ses bombardiers et avions de chasse les plus récents. Les généraux israéliens avaient vu juste. L'armée égyptienne n'était pas préparée à une telle guerre. Sans soutien aérien, les forces arabes ne pourront pas prévaloir sur terre. Pour Israël, agir sur plusieurs fronts devient possible. « 30 minutes après avoir détruit l'aviation égyptienne, Israël peut alors lancer son offensive terrestre au Sinaï. Yehoshua Bar Dayan, soldat de réserve israélien, est mobilisé dans le Sinaï. Il tient un carnet de bord tout au long de la guerre. Maintenant que tout est en train de se produire pour de bon, on n'a pas peur. On éprouve des sensations fortes. C'est comme un grand désordre. Des dizaines de chars et de véhicules blindés sont en mouvement. La poussière nous suffoque. Après la destruction catastrophique de l'armée de l'air, l'armée de terre égyptienne est en mauvaise position. Les lignes de front cèdent. Tout d'un coup, nous voyons nos soldats qui se retirent. Personne ne nous dit ce qui se passe. Alors nous les suivons. Nos officiers n'ont pas eu le temps de nous donner des instructions pour qu'on protège nos positions. Tout est arrivé si vite. Mais la population ne connaît rien des revers de l'armée. Le pouvoir contrôle les médias. Du coup, des foules enthousiastes envahissent les rues pour célébrer les victoires annoncées par Radio Le Caire. Nous avons commencé à diffuser les communiqués du haut commandement de l'armée. C'est tout ce que nous pouvions transmettre. Il n'y avait aucune information sinon celle qui venait de l'état-major. On nous annonçait de grandes victoires. Nous avions descendu des douzaines d'avions israéliens. Nos forces avançaient dans le Sinaï. Nos commandos avaient pénétré en territoire israélien. Cela nous donnait l'impression que nous étions en train de remporter une grande victoire. À Damas, les équipes de la télévision se réjouissent elles aussi à l'annonce de la grande victoire que les Arabes seraient en train de remporter. Le président de la République est venu à la télé et a fait un discours qui a été diffusé. Il voulait soutenir le moral du peuple. Il a annoncé que la guerre avait commencé et que le lendemain, nous irions déjeuner à Tel Aviv. Quant aux civils israéliens, ils sont tenus dans l'ignorance du grand succès de l'aviation. Seul élément tangible et inquiétant, des sirènes les appellent à s'abriter d'éventuels bombardements ennemis. Moshe Dayan, en tant que ministre de la Défense, a donné un ordre. L'ordre d'observer un silence radio intégral sur le premier jour de la guerre. Il n'y a pas eu un seul communiqué donnant des détails sur l'action de l'armée ou ses victoires. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו La raison de cette discrétion, c'était la crainte d'une réaction internationale immédiate qui chercherait à imposer le cessez-le-feu. Les informations triomphales de Radio Le Caire sur la situation militaire soulèvent l'enthousiasme des Arabes à Jérusalem. What's the radio saying about what's happening? 23 airmen for Israel. 23? 23 now. Airplanes? Yes, airplanes. What, shut down? Yes. الحقيقة احنا اليوم الأول كانت معنوياتنا عالية جدا لأنه La réalité, c'est que notre moral était excellent le premier jour. Toutes les informations que nous recevions disaient que les Arabes étaient en train de gagner.
Israël avait brouillé nos communications militaires. Nous dépendions totalement de la radio pour avoir des informations. Le problème, c'est que la voix des Arabes, la radio égyptienne, transmettait des informations fausses. L'armée jordanienne est sous les ordres d'un Égyptien, le général Riyad. Mais ni le roi Hussein ni le général Riyad ne disposent d'informations fiables sur le rapport des forces militaires. Le roi Hussein, maintenant allié de Nasser, a placé son armée sous commandement égyptien. Le gouvernement israélien, qui le sait parfaitement, semonce néanmoins Hussein. Restez à l'écart. Dans mon souvenir, nous avons reçu ce message à 10h30, alors que l'attaque contre l'Égypte avait déjà commencé quelques heures auparavant. Le général égyptien Abdelmounam Riyad avait déjà donné l'ordre aux forces jordaniennes de passer à l'attaque. 3 heures après le début de la guerre, le général Riyad donne l'ordre aux Jordaniens de bombarder la partie israélienne de Jérusalem. La guerre ne se limite plus maintenant au Sinaï, et Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Jérusalem est la capitale historique de la Palestine. Elle est un lieu de pèlerinage depuis des siècles pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. En 1948, Israéliens et Jordaniens se sont battus pour la maîtrise de Jérusalem. Ils avaient dû se résoudre à se partager la ville, les quartiers ouest revenant aux Israéliens, les quartiers est, y compris la vieille ville, aux Jordaniens. Mais c'est au sud, dans une zone démilitarisée sous mandat de l'ONU, que commence la bataille de Jérusalem. Une bataille dont les répercussions pèsent sur toute la région jusqu'à aujourd'hui. Chez lui, Badi Awad, officier de l'armée jordanienne, a un tableau qui célèbre comment, en 1948, ces hommes ont défait les Israéliens. 19 ans plus tard, en 1967, le voici de retour à Jérusalem. J'ai reçu en personne l'ordre d'occuper le quartier général de l'ONU, au sud de Jérusalem. Je devais en prendre le contrôle pour y prévenir une attaque israélienne. Badi Awad et ses soldats occupent l'enceinte démilitarisée de l'ONU, un lieu stratégique. La ligne marquant le cessez-le-feu conclu à Jérusalem en 1948 se trouve ainsi franchie. Les Israéliens entendent bien réagir. Comment? Telle est la question. Au sous-sol du ministère de la Défense se trouve le quartier général. Un homme y joue un rôle décisif. Moshe Dayan, ministre de la Défense depuis 4 jours, dont l'autorité est renforcée par sa grande popularité. Avant tout, il entend poursuivre la guerre contre l'Égypte sans disperser ses forces sur d'autres fronts. Mais la situation dans le Sinaï tourne tellement à l'avantage de son armée qu'il peut dégager une partie de ses troupes vers le front Est dans le but de reprendre aux Jordaniens le quartier général de l'ONU, à Jérusalem. C'est au colonel Asher Dar qu'est confiée cette mission. Une chose était évidente pour moi. Si je pouvais contre-attaquer rapidement, j'aurais le dessus.
Je donnais mes ordres en plein cœur de la bataille. J'étais toujours avec mes soldats. Je me trouvais entre deux bataillons à donner des ordres de l'intérieur de l'enceinte. J'allais de tranchée en tranchée pour remonter le moral de mes hommes. J'étais toujours en tête de bataillon. En fin d'après-midi, les Jordaniens sont vaincus. Acherdar s'empare du quartier général de l'ONU et repousse l'armée jordanienne hors du sud de la ville. Dayan pousse l'avantage. Il fait venir d'autres renforts du Sinaï. Hanan Porat est l'un des parachutistes arrivés du Sinaï. Nous sommes montés vers Jérusalem dans des bus couverts de poussière. Le bus retentit tout entier de la chanson Jérusalem d'or. Dans la chanson, il est question de sources d'eau qui sont taries, de la place centrale de Jérusalem qui est désertée. Je veux dire, toutes ces choses-là, personne n'y pensait à l'époque. La chanson Jérusalem d'or est maintenant très populaire. Son message politique est clair. La ville arabe n'existe pas, elle est vide, attendant que ses enfants juifs lui reviennent. La bataille de Jérusalem change le caractère de la guerre. Dans le Sinaï, c'était affaire de stratégie militaire. Maintenant, c'est affaire d'identité nationale, en invoquant la dimension religieuse de la ville pour les Juifs. Au Caire, Gamal Abdel Nasser et le président du Parlement, Anwar Sadat, sont tous deux informés de l'ampleur des pertes subies. Lorsque Nasser prend connaissance de la réalité des succès israéliens dans le Sinaï et de la destruction de son armée, il s'abstient dans un premier temps de toute déclaration et de toute apparition publique. Quant à Sadat, il observe de sa fenêtre le peuple du Caire qui célèbre les coups portés aux Israéliens. Dans son journal, il écrit « J'étais sidéré. J'avais le cœur brisé en voyant les foules qui chantaient et dansaient à l'écoute des nouvelles d'une victoire imaginaire. » Malgré cela, ni lui, ni le gouvernement, ni l'armée ne se décident à informer les Égyptiens de l'énormité de l'échec. Le soir même, dans l'abri aérien du Parlement, le gouvernement d'union nationale nommé à la veille de la guerre se réunit. Ordre du jour, que faudra-t-il faire de Jérusalem une fois conquise? Certains ministres souhaitent qu'Israël prenne la ville tout entière. D'autres estiment qu'elle devrait être sous tutelle internationale. Eshkol, quant à lui, sait que le débat est déjà clos. Dayan, qui ne participe pas à la réunion du Conseil des ministres, a déjà créé un fait accompli qui conduira à coup sûr à l'occupation de tout Jérusalem. La séance est levée tard dans la soirée. Le colonel Lior écrit dans son journal « Je me rends compte que ce débat est probablement un des plus importants de notre histoire. Les ministres discutent de ce que sera Jérusalem pour les générations à venir. Ils ne sont pas préparés à une telle discussion. Ils ne disposent d'aucun document de travail et ils n'ont en rien connaissance des projets, qu'ils soient politiques ou militaires. » Après l'arrivée en renfort de parachutistes du Sinaï, l'offensive israélienne est lancée. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion de revenir sur l'échec de 1948 et parvenir enfin à conquérir la ville historique du judaïsme. Du côté israélien, on compte des parachutistes comme Yaki Hetz.
C'était comme si je ne sentais plus la terre sous mes pieds, comme si je forçais mon chemin dans de l'eau. J'ai tiré une balle, rien que pour reprendre confiance. Non loin de là, Ghazi Roubaya est à la tête d'une compagnie de l'armée jordanienne chargée de barrer l'accès à la vieille ville. J'avais le choix. Soit mes hommes se faisaient tuer sur place, soit je trouvais une issue pour qu'on s'en sorte. Que faire? Les Juifs arrivaient de tous les côtés. Le moral de mes soldats était au plus bas. Au lever du jour, la défense jordanienne est brisée. De part et d'autre, les pertes sont lourdes. J'étais sous le choc. Je cherchais à comprendre ce qui se passait. Pour moi, l'objectif de la guerre, c'était de survivre. Je n'ai jamais par la suite participé à quelque cérémonie de commémoration que ce soit. Même un an plus tard, je ne pouvais pas supporter les musiques de victoire. Je refusais d'écouter Jérusalem d'or. J'éteignais la radio. J'étais désespéré. Cette guerre a été un coup terrible. Ceux qui écoutent mon récit de la guerre ne peuvent pas se rendre compte de l'ampleur de la tragédie, de la férocité de la bataille, de la peur, de la faim, des responsabilités à prendre. La défaite est amère. Ces effets psychologiques ne nous ont pas quittés pendant longtemps. Les Jordaniens ayant perdu le contrôle des voies d'accès à Jérusalem, le siège de la vieille ville peut commencer. Ce n'est plus qu'une question d'heures. En 1967, Abdullah Schleifer, journaliste américain, dirige à Jérusalem un journal arabe en langue anglaise, le Palestine News. J'ai vu un avion qui volait à basse altitude. Il est passé de justesse au-dessus du dôme du rocher, a continué son vol, et en remontant, il a largué des bombes qui ont détruit des positions militaires. Les dernières que tenaient les Jordaniens qui protégeaient l'accès à la vieille ville. Au matin, la plupart des défenseurs jordaniens ont quitté le vieux Jérusalem. Nous sommes arrivés ici en fin de matinée. Nous venions de la colline où se trouve l'hôpital Augusta Victoria, après être passés par la vallée de Kédron. Et nous sommes entrés par la porte du Lion. Nous avions le sentiment de faire l'histoire, d'écrire un nouveau chapitre de la Bible. Tout d'un coup, j'ai entendu un brouhaha énorme et je me suis rendu compte que les Israéliens étaient entrés dans la ville. Après, ce sont les cris de victoire, l'exaltation, les coups de feu. On pouvait voir les troupes israéliennes se déployer dans le harem Sharif. On les voyait emmener des prisonniers, sans aucun doute des notables, puisque le harem était la dernière position stratégique. C'est là que se trouvait le dernier poste de commandement, le gouverneur et ce qui restait de la direction civile. Les soldats trouvent un petit passage qui mène du mont du Temple au mur des Lamentations. Même de jeunes Israéliens laïcs se voient submergés par la ferveur religieuse. À côté de moi, je vois un membre d'un kibbutz de gauche, qui me demande « Hanan, tu fais quelle prière ici ?» Je lui dis « Prie. »« Mais je ne sais pas prier, répondit-il. »« Dis Shema Israël. » Et il me répète « Shema Israël, notre Dieu. » Franchement, je crois que je n'ai jamais entendu une prière pareille de ma vie. Je suis là avec ma famille, je brandis mon passeport américain et je dis « Je suis américain, je suis américain ». Et eux, ils crient le toit en anglais.
Ils veulent aller sur le toit bien qu'il y ait encore des tirs. Et puis ensuite, on voit cela dans tous les livres d'histoire israéliens, ils montent pour hisser le drapeau. Des soldats israéliens filment avec leurs caméras amateurs leur euphorie du moment. En prenant le mur des lamentations, ils ont le sentiment de libérer le lieu le plus sacré du judaïsme. Une dimension religieuse renouvelée vient ainsi imprégner le nationalisme israélien. Et puis, à proximité immédiate, se trouve l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, le Haram Sharif, ou encore le Grand Sanctuaire. Des années plus tard, l'intrication du fondamentalisme religieux et du nationalisme aura des effets détonnants. Le roi Hussein s'était toujours considéré comme un chef hachémite. Il descend du prophète Mohammed. Et la protection des lieux saints de l'islam à Jérusalem relevait des hachémites. L'histoire retiendra que ces lieux saints ont été perdus pendant son règne. If we are going to live, we will live with honor. If we don't make it, we will die with honor. For our nation, for our rights, and for all times. Les généraux israéliens victorieux que sont Moshe Dayan, Uzi Narkis et Yitzhak Rabin entrent dans la ville conquise. Dayan entend bien que ce moment reste gravé dans les mémoires. Ilan Brunner, photographe de l'armée, est ainsi dépêché sur les lieux pour prendre une photo qui prendra valeur de symbole. Nous avions parcouru environ 10 mètres au-delà de la porte. Dayan a arrêté le groupe et a dit « Ilan, s'il te plaît, va en avant et prends une photo de moi en train d'entrer dans la vieille ville. » Sur cette photographie, il y a un grand absent, le Premier ministre Lévi Eshkol. C'est encore trop dangereux de venir ici, lui a-t-on raconté. La réalité, c'est que les héros du moment, les généraux, ne veulent pas à leur côté celui qui a cherché jusqu'au bout une solution politique. Au quartier général d'Amman, le commandant en chef égyptien est en train de perdre la guerre, tandis que l'élite de l'armée jordanienne assiste au désastre sans pouvoir rien y faire. Les 5 brigades de la Légion jordanienne sont réduites en miettes. Ils hurlaient, se disputaient violemment. Ils en sont presque venus aux mains. Pour les Jordaniens, l'enjeu de la bataille, c'était le destin même de la nation. L'objectif de l'armée israélienne est maintenant la Cisjordanie tout entière. Les Israéliens ne rencontrent que peu de résistance de la part des Jordaniens. Le commandement avance sans que le gouvernement donne véritablement son accord à chaque étape, et les officiers avancent sans plus attendre d'instructions de leur état-major. Pour le colonel Moshe Yodvat, la guerre a commencé sur la frontière entre Israël et la Jordanie. Au bout de 9 heures, il se trouve à proximité de Ramallah, en plein cœur de la Cisjordanie, la rive ouest du Jourdain. Je tirais avantage de toutes les occasions qui se présentaient. C'est comme cela que les choses se sont passées pour tous les territoires que nous avons pris sur la West Bank. Et tout s'est imposé sans accroc d'une étape à l'autre. Il n'y avait pas de plan détaillé. Bien entendu, il y avait eu des plans opérationnels, mais il n'y avait aucun plan d'occuper la West Bank. Aucun. L'armée israélienne prend possession très rapidement de ces nouveaux territoires. Mais à la différence du Sinaï, ici la population est nombreuse. L'armée entend contrôler des positions stratégiques comme les axes de communication. C'est le cas de la route Jérusalem-Tel Aviv, où se trouvent 3 villages. Que faire de la population civile, 6000 personnes qui y habitent? La refouler plus loin. Abou Rami est né à Amouas, le plus grand de ces villages. En 1967, il est lycéen.
Nous allons descendre la route jusqu'à la maison où je vivais. C'est la maison où je suis né. Voilà, c'est l'endroit de notre maison, tout autour d'ici, là où il y a des arbres. Le village de Hamouas a été effacé. L'ensemble du site est devenu un parc national. Yosef Ockman a été le témoin de l'expulsion des villageois. Ockman est israélien. Avec d'autres habitants de son kibbutz, il était parti à la recherche d'un troupeau égaré de moutons. Ockman est photographe amateur. Tout le monde a pris des armes, mais moi j'ai pris mon appareil photo. Je n'avais pas d'armes. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des maisons le long de la route, qu'il y avait une grande densité de construction jusqu'au sommet de la colline. Je vous dis que j'ai tout oublié dans la maison. Il y a des femmes qui ont oublié de mettre leur voile. D'autres femmes ont oublié de mettre leurs chaussures. On était tellement sous le choc qu'il a pu arriver que quelqu'un oublie son enfant. C'était comme le jour du jugement dernier. L'armée israélienne a toujours démenti cette opération. Ces photos sont pourtant bien la preuve du départ forcé des villageois vers l'exil. Ockman n'a jamais pu oublier. Et depuis, il n'a de cesse d'exhumer les preuves de ce qui s'est passé. Mais si rien ne s'est produit, comme le prétend l'armée, comment expliquer la destruction de ces 3 villages? Pour Yosef Ockman, c'est le général Uzi Narkis, commandant en chef de la région centre, qui est responsable. Quand Uzi Narkis nous a rendu visite au kibbutz quelques jours après la guerre, je lui ai demandé quel était le motif de la destruction d'Hamouas. La guerre y était terminée. Il m'a répondu, nous réglons les comptes de 1948. L'effacement de ces 3 villages est ainsi la première indication de la nouvelle époque qui s'ouvre en Cisjordanie. Le contrôle et l'appropriation des territoires, même si cela passe par l'éviction des habitants. Dans le Sinaï, les forces israéliennes enfoncent la première ligne de défense égyptienne. Amer s'affole et ordonne l'évacuation immédiate. Le retrait n'a pas été organisé. Un retrait organisé, cela veut dire un retrait ordonné vers telle et telle position. Mais en ce cas, le retrait a été donné sans entrer dans les détails. Et c'était aux officiers de décider sur le terrain, ce qui a conduit à beaucoup de confusion dans le Sinaï. Les Israéliens ont intercepté l'ordre d'évacuation. Une fois que l'armée égyptienne commence à se retirer, les Israéliens lui tendent un piège. Au lieu de nous en tenir au plan prévu de combat, nous avons décidé d'encercler l'armée égyptienne. Nous savions que l'ordre de retrait avait été donné et qu'il leur faudrait bien chercher à échapper à notre encerclement. Au lieu de les attaquer, nous attendions qu'ils viennent vers nous. Fatih Abou El-Rish bat en retraite à pied depuis plus de 24 heures. Nous attendions par groupe de 3 ou 4. Au fur et à mesure de notre marche, nous nous arrêtions pour chercher de l'eau et de la nourriture dans les épaves de voitures. Tout le monde regardait le ciel. Nous redoutions une attaque aérienne. Nous ne pensions pas aux autres. C'était chacun pour soi.
Je roule sur des corps humains, écrit Yehoshua Dayan. Il y a des membres humains, les uns à côté des autres. J'écrase le visage d'un soldat égyptien. Son nez dépasse et ses yeux sont ouverts. Je cherche un mot pour décrire cette vision. Des dizaines de milliers d'Égyptiens sont faits prisonniers. Les Israéliens sont débordés et décident de ne garder que les officiers. Près de l'aéroport d'El Arish, un soldat israélien filme ces images. Cela a été chaotique jusqu'aux rives du canal de Suez. Les Israéliens nous ont dit « rentrez chez vous ». Ils ont fait énormément de prisonniers, environ 20 000. Mais ensuite, ils les ont laissés partir. Des dizaines de milliers de soldats égyptiens rentrent chez eux. La défaite, la destruction de l'armée, ils en ont été les témoins directs. Le moment de vérité arrive où l'on ne pourra plus continuer le mensonge sur les grands succès de l'armée. En fin d'après-midi, Nasser convoque les officiers supérieurs de l'armée et en premier lieu le maréchal Amer. Nasser, très pâle, explique à ses officiers en larmes qu'il faut accepter le cessez-le-feu proposé par l'ONU, refusé par l'Égypte jusqu'ici. Il était très triste. Il a répété « Si j'avais vu que l'armée était incapable de faire face à l'affrontement, je l'aurais évité. Je suis un joueur d'échecs. Je sais jouer sur le terrain politique et je n'étais pas obligé d'aller à la guerre. » Il y a tout juste 3 semaines, Nasser lançait à la face du monde des propos pleins d'assurance. Depuis quelques jours, il n'est plus apparu en public. La défaite reconnue, il doit s'adresser au peuple et s'expliquer. لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة. Je me souviens qu'un caméraman pleurait en même temps qu'il filmait. Le chef d'équipe des caméramans a dû lui enlever sa caméra pour que nous puissions continuer l'émission. Nasser démissionne. Il a à peine terminé son discours que des milliers, puis des centaines de milliers d'Égyptiens sortent dans les rues. En larmes, ils crient, ils le supplient de rester. Nous l'avons entendu à la radio. Nous voulions aller au Caire pour lui dire « Tu ne peux pas démissionner ». Il fallait qu'il reste. C'est comme quand votre fils a fait quelque chose de mal et ne veut pas prendre ses responsabilités. Il faut faire face et réparer sa faute. Quelques heures plus tard, Radio Le Caire annonce que Nasser s'inclinera devant la volonté du peuple. Le président gardera ses fonctions jusqu'à ce que les traces de l'agression d'Israël soient effacées. Mais Nasser, politiquement et physiquement affaibli, mourra 3 ans plus tard, sans avoir vu le monde arabe se remettre de sa défaite.
La guerre avec la Jordanie et l'Égypte se termine au bout de 5 jours. Moshe Dayan a tous les pouvoirs. Israël contrôle désormais le Sinaï, la bande de Gaza et l'essentiel de la rive ouest du Jourdain. Reste la Syrie, liée à l'Égypte par un pacte d'assistance militaire. De peur que l'Union soviétique ne se porte au secours de la Syrie, Dayan avait préféré ne pas répondre aux bombardements syriens au nord du pays. Mais un message de Nasser au président syrien est intercepté. « Acceptez un cessez-le-feu, sauvez votre armée », dit Nasser. Dayan en conclut que les soviétiques n'ont pas l'intention d'intervenir. Un jour, Dayan m'a dit qu'Israël est comme une petite souris. Il y a un grand océan où les super grands se baignent. Eux, ce sont les gros poissons, les baleines, les dauphins. Mais Israël, c'est une petite souris. Elle sort vite de son trou pour attraper quelque chose, et ensuite elle revient à toute vitesse vers son trou. Maintenant que l'Égypte accepte le cessez-le-feu de l'ONU, Dayan sait qu'il ne lui reste que très peu de temps pour mettre la main sur les hauteurs du Golan, une position stratégique à la frontière entre les deux pays. Il lance ses troupes à l'assaut. Quelques heures plus tard, le téléphone rouge fonctionne à plein régime à la Maison-Blanche. C'est le président Kosygin, avec un message très sec. Au fond, Kosygin a dit « Si vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Si vous n'arrêtez pas l'attaque israélienne en Syrie, nous devrons réagir et nous envisagerons, je pense que ces mots étaient, une action militaire unilatérale. » Les soviétiques se préparent pour donner suite à leur avertissement. Vassili Reshetnikov, général de l'armée de l'air, reçoit l'ordre de se tenir prêt à agir. On m'a demandé de préparer nos escadrons, de monter des bombes sur nos avions. Nous devions nous tenir prêts à atteindre des cibles en Israël. À l'entrée des eaux territoriales israéliennes, la flotte soviétique rassemble 1 millier de marins pour attaquer le port israélien de Haïfa. On demande au capitaine Yuri Kripunkov de trouver des volontaires pour aller se battre à terre. J'ai réuni mes hommes sur le pont et je leur ai dit « Les gars, il semble que nous allons participer à une action très sérieuse. Ceux qui ne sont pas prêts à risquer leur vie doivent faire un pas en avant. » Un seul s'est avancé. Nous avions estimé qu'il nous faudrait mettre en place une force militaire, en particulier aérienne, pour aider Israël à se défendre contre une action conjointe de la Syrie et de l'Union soviétique. La 6e flotte était à ce moment-là en pleine manœuvre et filait à toute vapeur vers Gibraltar. Nous l'avons arrêté et renvoyé en direction d'Israël, non pas pour soutenir une attaque israélienne contre la Syrie, mais pour s'apprêter à défendre Israël contre une attaque soviétique éventuelle. Très, très dangereux. Les allers-retours entre l'URSS et les États-Unis permettent à Israël de gagner un temps précieux. Le plateau du Golan est occupé. L'armée israélienne continue d'avancer et pénètre dans la ville de Quneitra, à moins de 70 km de la capitale syrienne, Damas. C'est seulement à ce moment qu'Israël cède à la pression des grandes puissances et accepte un cessez-le-feu. L'hélicoptère qui ramène Levi Eshkol du Golan à Tel Aviv survole un territoire transformé. Eshkol en ressent une certaine appréhension. Il ne comprendra que des mois plus tard toutes les conséquences de ces changements.
Il sera alors trop tard. Tout comme Nasser, il est politiquement et physiquement affaibli et mourra dans 18 mois. Le cessez-le-feu intervient officiellement le 10 juin à 18 h. Mais dès le soir même, la guerre prend un autre visage. Ça se passe à Jérusalem, où les Israéliens veulent remodeler la vieille ville à leur convenance, en un lieu sensible entre tous, le mur des Lamentations, au pied du dôme du Rocher. J'entends du bruit qui vient du quartier Mughrabi, ce quartier-ci. Je peux regarder par la fenêtre de la cuisine. J'éteins les lumières. Je regarde par la fenêtre qui était à peu près ici. Et je vois des bulldozers qui se mettent à détruire des maisons. Au matin, j'ai pu voir mieux. La moitié du quartier est détruit. Jusque-là, les Juifs venaient prier au mur des Lamentations dans une allée étroite qui pouvait accueillir tout au plus quelques dizaines de fidèles à la fois. Dayan, et avec lui la plupart des dirigeants militaires et politiques, veulent désormais faire du mur des Lamentations un haut lieu qui symbolisera de manière éclatante le retour vers l'Israël de la Bible. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à détruire le quartier arabe environnant très populeux et vieux de plusieurs siècles. En juin 1967, il y avait plus d'1 millier de résidents nés et élevés dans des maisons de ce quartier voisin du mur des Lamentations. Parmi eux, Abdel Latif Saïd. Vous voyez ce drapeau? Ma maison était à côté du drapeau, à ce coin-ci. Saïd et sa famille ont quitté leur maison quand l'armée leur en a donné l'ordre pour procéder à des fouilles. Mais au matin, le quartier avait fait place à une esplanade devant le mur des Lamentations. Ils nous ont dit qu'ils voulaient seulement fouiller nos maisons. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'ils avaient l'intention de les détruire. Au matin, nos meubles, tous nos biens se trouvaient sous les décombres de nos maisons détruites. Tout ce qui nous restait, c'était les pyjamas que nous avions sur le dos. C'est un fait qu'il y a ici une lutte qui a des racines religieuses profondes. On ne peut pas le nier. Et si nous ne reconnaissons pas notre vérité religieuse, spirituelle, alors nous devrons tout laisser aux musulmans et aux chrétiens. Vous savez, quand j'ai vu cette destruction, j'ai ressenti un effroi épouvantable. Comme si je pressentais qu'un problème complètement nouveau était en train d'être créé. Un problème complètement nouveau. Les Israéliens avaient pu croire qu'ils imposeraient dans la région l'existence de leur État. Ils n'avaient pas imaginé que de la guerre et de l'occupation résulterait le développement irrépressible d'une conscience nationale chez les Palestiniens revendiquant leur propre État. Les combattants de la guerre de ces 6 jours de juin 1967 ont vieilli. Mais leurs enfants n'ont pas fini de subir les conséquences du conflit. Nous sommes une greffe étrangère. Et autour de nous, ils sont des centaines de millions à la rejeter. Et on ne peut rien y changer. Partir d'ici et leur céder le pays n'est pas une solution. Et si nous restons, le conflit n'est pas prêt de se terminer. Nous avons cherché à comprendre pourquoi on nous a trompés. On nous a menti. Le seul but des régimes arabes, c'était de rester au pouvoir. C'est tout.
Bon, d'accord. Nasser s'est planté et Hussein s'est planté. Mais pourquoi est-ce que nous devons tomber dans le piège de leurs erreurs à eux et transformer nos vies en un enfer qui ne s'arrête jamais? Des années, 40 ans que nous vivons dans cet enfer qui continue à cause de cette maudite occupation. « 40 ans plus tard, je suis persuadé que nous avons eu raison de faire la guerre. La guerre des 6 jours me rend très fier. Je me réjouis de son résultat qui a remodelé le Moyen-Orient. Et à mon avis, la paix que nous avons conclue avec l'Égypte et la Jordanie en sont la conséquence. Dans tous les pays du monde qui ont connu des expériences du même genre, les gouvernements tombent. Mais pas dans les régimes arabes. Telle était la situation à laquelle je devais faire face, aux côtés de millions d'autres citoyens. Nous voilà au milieu du gué sur un chemin déserté, sec. Pas un nuage dans le ciel. Pas d'annonce de pluie. Nous nous sommes retrouvés seuls au milieu des ruines de nos idées.